notre ami Pasquier, qui est quand même un élément essentiel dans les traitements d'orthodontie pédiatrique, parce qu'il a quand même su nous donner des images qui ont permis à la fois de diagnostiquer et surtout de comprendre les effets que nos traitements ont pu avoir. Et je remercie quand même Gérard qui, pendant tout mon exercice, a toujours été présent, m'a apporté énormément de choses, et voire même un peu plus dans le dépistage de choses que nous ne voyons pas. Et donc, je pense qu'on peut peut-être passer la parole. Remercier Philippe Lebrun de ça et passer à Gérard la parole. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je suis très impressionné par ce que je viens d'entendre. J'arrive un peu dans cette assemblée en étant conscient, pour reprendre les propos du professeur Évrard, que je ne suis ni brillantissime, ni, je pense, égocentrique. En écoutant le démarrage de cette conférence, à laquelle Patrick m'a demandé d'intervenir dans le cadre de cette cérémonie d'ouverture, j'ai été très, très impressionné par des mots que je vais vous dire. J'ai entendu philosophie globale, j'ai entendu un monde qui change, j'ai entendu beaucoup de coopération, de partenariat, d'ouverture, de consensus. Tout ça me semble aller dans le sens de ce que je lisais récemment dans le livre d'Aurélie Jean sur l'algorithmique. Cette multiplicité des esprits, ce laboratoire d'idées qu'on a là devant nous avec odontologistes, neurologues, chirurgiens, ostéopathes, psychothérapeutes, neuropédiatres, tout ça m'enthousiasme. Et ça me rappelle un souvenir que je partage avec Patrick Fellus quand j'étais jeune neuroradiologue avec mon ami le professeur Cabanis, à l'un des staffs auquel avaient participé Patrick Fellus et Jean-Pierre Defez. On avait entendu tout ce discours magnifique sur la matrice linguale, dont je viens d'apprendre qu'il était un organe respiratoire essentiel. Dans ces staffs, il y avait des choses extraordinaires où se confrontaient, où s'associaient des gens très différents, allant de Denis Le Bihan qui nous parlait de ses premiers essais d'IRM fonctionnel, et nous étions enthousiasmés. Et ça allait jusqu'à des choses beaucoup plus simples. Je pense notamment à cette conférence qu'avait fait un de nos techniciens en imagerie, qui était un ornithologue tout à fait passionné, amateur mais passionné, qui nous avait fait un discours tout à fait intéressant sur l'anatomie céphalique du pivert, en nous expliquant cette architecture absolument extraordinaire du crâne de cet oiseau qui lui permettait, pour se nourrir, d'avoir une activité de marteau-piqueur avec son bec absolument à faire exploser n'importe quel cerveau, et qui supportait ça sans aucune contrainte. D'un côté, il y avait l'IRM fonctionnel, de l'autre côté, il y avait la matrice linguale, et puis d'un troisième côté, il y avait le pivert et son bec terrible. En fait, c'était ça l'idée. C'était ce laboratoire d'idées qu'on retrouve dans l'explication de la praxis, comme nous l'a exprimé Patrick Fellus et après l'orateur suivant, cette association des idées est quelque chose d'extraordinaire. Alors moi, je vais être beaucoup plus terre à terre et vous parler dans cette approche globale qui doit être absolument indispensable dans les métiers de la médecine, de l'apport de l'imagerie et surtout de ce monde qui change, comme le disait le
président Bergeron dans son introduction. Et un monde qui change, effectivement. Et l'imagerie est absolument le témoin de ce changement absolument considérable. L'imagerie a de tout temps été un faisceau conique. Depuis Valkov, en 1895 jusqu'en 2021, on utilise en radiologie dentaire des films, que ce soit des films argentiques ou maintenant des capteurs, peu importe. Mais le faisceau conique a été le démarrage de l'imagerie. Je vous montre cette photo. C'est une photo historique. C'est la photo qu'avait ramenée d'un céphalostat construit aux États-Unis par Margolis. Cette photo avait été ramenée par ce monsieur qui s'appelait Roger Omeyer et qui a été un des pères de l'orthodontie française. Il était un ami de mon père et il lui avait demandé, à partir de cette photo tout à fait médiocre, de faire construire un céphalostat pour faire les premières téléradiographies comme elles se faisaient aux États-Unis, à 4 mètres ou 5 mètres, à 2 mètres 30 au début, et puis après à 4 mètres ou 5 mètres pour diminuer justement le côté conique de ce rayonnement et diminuer ainsi les agrandissements. Mon oncle, qui était ferblantier, avait construit ce premier céphalostat qui a été installé dans la faculté de chirurgie dentaire de l'époque, qui était rue de la Tour d'Auvergne, et il a été utilisé à de nombreuses reprises. Il a même donné naissance à cette thèse que mon père, qui était né en 1898, a soutenue avec cette histoire vécue de la téléradiographie orthodontique. En même temps, à peu près, tout ça, c'était dans les années 50. Patero trouvait cette merveilleuse méthode du panoramique dentaire qui est encore largement utilisée et qui a apporté beaucoup à la discipline orthodontique pour aboutir à ce bilan que j'ai appelé d'ODF classique, associant panoramique dentaire et téléradiographie, à l'origine qu'on appelait tridimensionnelle, de face, de profil, en incidence axiale. L'incidence axiale est maintenant plus utilisée, on verra pourquoi. Et ce bilan orthodontique est encore couramment pratiqué. Et puis il y a eu cette explosion, ce cataclysme de l'arrivée de M. Hounsfield avec son scanner à rayons X, dont on a eu la chance d'être parmi les premiers utilisateurs avec le professeur Metzger à la Pitié, qui a eu le premier appareil français, et avec Emmanuel Cabanis, qui a eu le deuxième au Centre national d'ophtalmologie des 15-20, dans lequel j'étais à l'époque assistant. Cette méthode était fantastique puisque c'était la première fois qu'elle permettait de voir dans un cerveau, vous voyez la qualité très médiocre de l'image de l'époque, elle permettait quand même de dépister, comme vous le voyez là, ces opacités qui correspondaient à des métastases intracrâniennes. Alors ce scan, il a beaucoup attiré de gens. Il a notamment attiré ce monsieur barbu, là en haut à droite, qui s'appelait Gabor Herman et qui travaillait à Milwaukee et qui avait imaginé, en utilisant les coupes de scan, de faire de la reconstruction tridimensionnelle. Vous avez ici une représentation d'un crâne d'enfant épileptique, un scan fait sous anesthésie générale. Vous voyez qu'il a sa canule dans la bouche. Et Gabor Herman avait montré ça à des collègues radiologues qui avaient tous dit oui, c'est très bien, mais ça n'apporte pas grand-chose de plus. Quand Paul Tessier, en haut à gauche de votre image, a vu ça, et il a tout de suite bondi, et Ugo Salvolini, en bas à gauche, et Emmanuel Cabanis ont développé cette technologie d'imagerie scan tridimensionnel qui a bouleversé l'approche chirurgicale des malformations notamment. Alors nous, on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser ça pour les dents?
Et en 1980, on publiait parmi les premières images d'une arcade dentaire mandibulaire au scan, avec la qualité, encore une fois, que vous pouvez apprécier. Et un premier article, il y a 40 ans, vous imaginez, 40 ans, de l'approche en odontostomatologie de cette méthode nouvelle qui était le scan. 100 ans plus tard, le faisceau conique revient avec le cone-beam. Le cone-beam qui, contrairement au scan, qui vous permet à partir de coupes d'aller vers un volume, l'imagerie cone-beam, tomographie volumique à faisceau conique, permet à partir d'un volume de reconstituer, bien sûr, une image tridimensionnelle volumique, mais également de reconstituer, de créer des coupes dans les directions que vous souhaitez. Alors, cette merveilleuse invention italienne de ce cone-beam, il faut savoir quand même que le cone-beam a été inventé par un génie physicien et industriel à qui un ami radiologue avait dit, tu sais, il faudrait, toi qui es malin et qui es astucieux, il faudrait que tu nous fasses un scan qui soit moins irradiant et puis surtout moins cher. Et Tacconi avait donc réalisé ce premier cone-beam qui a été industrialisé au départ à Vérone en Italie et dont on a été les premiers utilisateurs en France. Alors effectivement, quand on compare à droite l'image scannée et à gauche l'image cone-beam, on s'aperçoit que la similitude est tout à fait comparable. Les images sont à peu près identiques. Et la tentation était grande de se dire que ce CBCT, en EDF, allait peut-être devenir un outil assez polyvalent. Effectivement, il peut le devenir, mais il faut tenir compte pour aller vers cette polyvalence que tout le monde espère, il faut tenir compte de 3 éléments. La taille du champ, bien sûr, l'irradiation, on le verra, et la résolution spatiale, c'est-à-dire la finesse de l'image. Il faut donc savoir adapter le choix de la machine ou du programme à ce que l'on cherche. Il faut toujours essayer de faire une espèce d'algorithme d'imagerie qui va permettre, avec des fonctions différentes, d'obtenir un objectif, d'atteindre un objectif précis et utile. C'est exactement la définition de l'algorithme. Alors, quelles sont les différentes situations cliniques, parce qu'il faut toujours rester évidemment très clinicien en EDF? Le bilan céphalométrique, d'abord. Le bilan céphalométrique, il faut, pour avoir un bilan céphalométrique, avoir un grand champ qui permette d'appréhender l'intégralité du volume du crâne dans son ensemble. C'est ce qu'avait fait Jacques Treille à Toulouse en faisant les premières tentatives qui ont d'ailleurs abouti d'analyse céphalométrique tridimensionnelle à partir des documents SCAN. Quand le cone-beam est arrivé, on lui a évidemment demandé de tester ça sur le cone-beam et il a fait les premiers essais qui ont été repris et modifiés de céphalométrie à partir de l'acquisition volumique du cone-beam. En dehors de cet aspect céphalométrique qui est un aspect, je dirais, mensuratif, qu'il s'agisse de lignes, de distances linéaires ou de volume ou d'angle, à côté de ça, il y a d'autres éléments très importants en orthodontie. Les dents incluses, les anomalies dentaires, les formations crânio-faciales. Les dents incluses, c'est relativement simple. À partir même d'une acquisition volumique d'assez piètre qualité comme ici, c'est tout à fait suffisant pour voir la position de cette 23 incluse et les rapports qu'elle peut
entretenir avec les dents voisines. On peut également voir sa situation, la situation de ces canines incluses du côté vestibulaire ou du côté, comme ici, ou du côté palatin, l'importance qu'elles ont de la répercussion sur les incisives latérales. Vous voyez ici refoulées du côté palatin par ces canines qui sont elles-mêmes vestibulées. Alors, les inclusions, il y en a plein. Il y a des inclusions prémolaires, mandibulaires. Vous voyez qu'ici, on a surligné le canal mandibulaire sur les reconstructions tridimensionnelles de droite qui permettent de voir le passage de ce canal mandibulaire avec ce nerf alvéolaire inférieur et les rapports qu'il entretient avec cette prémolaire, cette 35 incluse. Évidemment, les dents de sagesse, je n'insisterai pas beaucoup là-dessus, mais connaître la position du canal par rapport aux dents de sagesse avant des extractions est tout à fait essentiel. Vous voyez que le surlignage permet de retrouver sur les coupes transverses les rapports anatomiques des racines et du canal, puisque le canal est surligné par ce trait blanc. Alors on peut évidemment jouer avec la pseudo-couleur, les images pour mieux illustrer le propos. Gilles de Gennes, que j'ai eu le grand honneur de rencontrer et de radiographier, à qui je montrais nos examens, s'étonnait surtout du travail méticuleux. Et cet adjectif m'avait beaucoup touché. Effectivement, notre travail est très méticuleux, notamment dans le cadre d'anomalies dentaires ou osseuses plus fines. Dans des malformations dentaires acquises comme celle-ci, qui est une déformation de cette incisive centrale qu'on pourrait qualifier de pathognomonique. Quand on montre une image comme ça à un radiologue qui a un peu d'expérience, il vous demande tout de suite à quelle époque a eu lieu le traumatisme. Parce qu'il n'y a pas 50 000 façons de faire une déformation comme celle-là, de cette 11, de cette incisive. Vous voyez que la couronne est complètement vestibulée, dirigée en haut et en avant. Vous voyez que cette déformation arciforme à convexité inférieure de la racine et du collet, c'est tout à fait pathognomonique. Ce n'est pas toujours le cas, mais c'est précis. Et c'est précis, c'est d'autant plus précis que le cone-beam par rapport au scan avait à l'époque des voxels, c'est-à-dire des volumes élémentaires isotropes, contrairement au scan qui avait des volumes élémentaires anisotropes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans un cas, on avait un volume cubique, dans l'autre cas, un volume parabipédique qui était beaucoup plus difficile, pour lequel il était beaucoup plus difficile de réaliser des mesures précises. Le cone-beam a sur le scan cette essentielle qualité de ce voxel isotrope et de la finesse d'image, puisque vous voyez qu'en rétro-reconstruction dans certains systèmes, on arrive à descendre à 80 microns, 0,08 mm. Alors, chez cette jeune fille, dans laquelle on nous était demandé de localiser les canines maxillaires incluses, on l'a fait par le cone-beam et on a la notion de c'est un traumatisme récent sur la 11. Et vous voyez que, outre l'inclusion des canines, on voit qu'il existe une fracture comminutive de l'incisive centrale, bien mise en évidence sur cet agrandissement, encore une fois avec un cone-beam dont la résolution spatiale n'est pas au plus haut niveau. Et puis, ce qui m'a toujours passionné dans ma vie de jeune neuroradiologue et ensuite plus vieux radiologiste maxillofacial exclusif, crânio-facial exclusif, ce sont les malformations. J'ai eu la chance immense de travailler pendant des dizaines d'années avec celui que les anglo-saxons appelaient le maître des maîtres, le chirurgien de la démesure,
je veux parler de Paul Tessier qui nous montrait ces épouvantables malformations crânio-faciales, comme ici cette fente 0,14 avec cette dystopie orbitaire, cette division du nez et des structures osseuses sous-jacentes. Et je dois dire qu'il est bien dommage que Paul Tessier n'ait pas pu apprécier les performances actuelles de l'imagerie Cone-Beam. Voilà un bilan classique d'une fente médiane avec son cliché, c'est un vieux dossier, un panoramique téléradiographie et Cone-Beam de l'époque, avec la reconstruction tridimensionnelle qui montre cette fente méridienne qui intéresse le massif facial, mais qui va peut-être monter au-dessus de ce que Tessier appelait l'équateur orbitaire, cette ligne bicantale externe qui lui servait d'équateur et dans lequel il décrivait deux hémisphères, l'hémisphère nord, on va dire neurocrânien et encéphalique, et l'hémisphère sud, maxillaire. Alors, à cette polyvalence qu'on espère et qu'on a en partie obtenue de la tomographie volumique à faisceau conique, il faut ajouter la polyvalence de l'imageur. Parce que l'imageur est en orthopédie dentofaciale, quand il utilise le Cone-Beam, est un imageur qui étudie le crâne. Et le crâne, selon la définition de cet anatomiste célébrissime en matière crânio-encéphalique qui était Augier, et qui séparait le crâne en crâne facial et en crâne cérébral. Alors, il faut connaître la pathologie de l'ensemble de ce crâne, facial comme cérébral, pour exploiter au maximum les possibilités de la technique. Rappelons, et ça c'est essentiel, que la corrélation des signes cliniques et radiologiques est absolument essentielle à une approche pertinente d'un diagnostic. Voilà une jeune fille de 13 ans qui a une tuméfaction de l'angle mandibulaire gauche, à qui on fait un panoramique. À l'époque, une incidence dite face bâche, vous voyez qu'elle a d'ailleurs un matériel orthodontique en place, et sur lequel, avec un mauvais Cone-Beam de l'époque, on voit très bien qu'il s'agit d'un ostéome pédiculé attaché à la région angulaire de la mandibule. Voilà un garçon qui a une discrète asymétrie mandibulaire qu'on retrouve sur le télégramme de face et de profil, et puis évidemment sur le Cone-Beam. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire qu'il a une mandibule droite qui est grosse. Non, on va faire une approche sémiologique qui est indispensable. Vous voyez qu'il existe une opacité de cette hémimandibule droite, une hyperdensité, pour reprendre la terminologie scan, une hyperdensité qui a effacé la trabéculation osseuse et qui donne à cette mandibule un aspect en verre dépoli et qui est une mandibule spongieuse qui est devenue dense. La preuve, c'est que la limite entre la corticale et la médulaire n'est plus visible ou très peu visible. Il y a donc une dédifférenciation cortico-médulaire. Bon, voilà exactement le schéma de l'algorithme en imagerie. Des signes cliniques, grosse mandibule droite, des signes radiologiques, non pas de l'impressionnisme, comme disait mon maître Gian, qui disait « méfiez-vous toujours de l'impressionnisme, j'ai l'impression que c'est telle maladie, j'ai l'impression… » Non, il y a une hypertrophie osseuse, il y a une augmentation de la densité de la médulaire, il y a une dédifférenciation cortico-médulaire, c'est une dysplasie fibreuse des os et ça ne peut pas être autre chose. Svenja, 6 ans, apparition 3 mois avant l'examen d'une tuméfaction légèrement douloureuse en regard de 36. En interrogeant la patiente, parce que c'est encore là l'importance des notions cliniques corrélées à l'imagerie, on s'aperçoit dans l'interrogatoire que cet enfant a été opéré d'un cholestéatome de l'oreille droite dans la toute petite enfance.
Quand on sait, on lui fait donc l'examen, on lui fait un code BIM et on voit cette lacune en regard effectivement de la 36, importante, volumineuse, de profil et en incidence axiale. L'incidence axiale qui est une incidence absolument essentielle. L'incidence axiale, il faut quand même savoir et se rappeler que l'incidence axiale, c'est l'incidence des anatomistes. Et sur cette incidence axiale, on voit qu'il existe une lacune, bien sûr, on la confirme, qu'elle est extradentaire. On voit qu'elle touche la dent, mais elle n'a pas de contact avec la dent. Elle est donc vraiment intraosseuse et elle entraîne une réaction de l'os sous forme de cette réaction périostée qu'on voit en périphérie. Cholestéatome de l'oreille opérée dans l'enfance, image lacunaire intraosseuse avec d'évolution lente. Ce n'est pas une tumeur maligne, il n'y a pas d'envahissement des parties molles, il y a juste une réaction du périoste. Cholestéatome de l'oreille, plus ça doit faire absolument évoquer une histiocytose et un granulome éosinophile. La polyvalence de l'imageur nécessite une connaissance donc de la sémiologie radioclinique de ce crâne facial, mais aussi cérébral. Quand on fait une reconstruction tridimensionnelle comme celle-là, qui comporte donc la vue extracrânienne en surface de l'ensemble de la voûte, de l'ensemble du neurocrâne, de l'ensemble du crâne facial et du rachis cervical, on pense à ce que disait tout à l'heure le professeur Rivrard et ce qui va être dit, je pense, dans une des dernières communications de demain sur l'importance pour l'imageur, qu'il soit spécialiste ou odontologiste ou peu importe, celui qui a la responsabilité, celui qui a fait cette acquisition volumique importante, pour arriver à, par exemple ici, faire une reconstruction panoramique à partir de l'acquisition volumique, il faut étudier tout le volume du crâne. C'est ce que disait notre ami Farman lorsque il disait que tout ce qui est contenu dans le volume exploré doit être regardé avec attention. Il ne suffit pas d'avoir des belles images comme ça, c'est superbe, mais il faut savoir que dessous, comme chez cette personne adulte, chez qui il y avait un problème orthodontique et pour lequel on avait donc fait une exploration volumique de l'ensemble de son crâne, vous voyez qu'il faut quand même savoir interpréter les images, savoir interpréter des opacités, même lorsqu'elles existent, comme ici, au-dessus de la région sphénoïdale. Il faut comprendre que c'est très important de voir cette hyperdensité, cette opacité supracellaire dans ce carrefour orbito-sphénoïdal où passe le chiasma des nerfs optiques, c'est fondamental, et passer à côté d'un ostéoméningiome du jugum sphénoïdal comme ça est coupable. Donc, nos interrogations, comme le dit Farman, doivent comprendre que l'application de l'utilisation de ces appareils impose des contraintes de connaissance de l'ensemble du volume exploré. Donc, ça pose au point de vue médico-légal des problèmes extrêmement importants et ces méthodes volumiques doivent être encadrées. Ajoutons à ça le problème de la... Gérard, oui. Tous nos... J'en ai pour 15... spectateurs voudraient savoir un petit peu, parce que je leur ai parlé des techniques formidables pour prendre des téléradios sur des enfants de 3 ou 4 ans. Alors, bien évidemment, faire un diagnostic complet et ne pas passer à côté de choses très importantes, c'est fondamental. Mais la vraie spécificité, c'est comment fais-tu pour ne pas traumatiser les enfants quand on leur fait un téléradio et un panoramique et que ça soit toujours très bien passé avec toi. C'est ça, ce côté pratique qu'ils attendent de toi. C'est une très bonne manière. Là, après, on devra conclure. Je termine, si tu veux, rapidement, pour juste parler de la dose d'irradiation qui est extrêmement importante à prendre en compte.
un Charpak. J'ai eu aussi la joie de radiographier, disait qu'il fallait inventer cet appareil qui donnerait moins de radiation. Il disait ça en 95 et il l'a fait sortir peu de temps après, c'est cette fameuse méthode qu'il a développée. Donc la technique Cone-Beam est devenue un moyen incontournable d'imagerie. Peut-elle être la technique exclusive? C'est la question que je voudrais poser aux éditeurs qui m'ont écouté. Pour ce qui concerne le côté pratique du télécrâne et du cliché panoramique, l'essentiel est dans l'abord de l'enfant. L'abord de l'enfant, il doit être calme. Il faut se mettre à sa hauteur. C'est très important. Moi, je suis très grand. Il faut que je me baisse quand je parle à un enfant pour lui expliquer ce qu'on va lui faire. Il faut éventuellement faire un examen à blanc sur sa maman ou sur son doudou pour dédramatiser la situation. Et ça marche très, très bien. Et puis après, il y a des gens qui sont doués pour ça et d'autres qui ne le sont pas. J'ai le souvenir, quand j'étais chez Gian, à l'hôpital franco-musulman de Bobigny, on avait une manipulatrice qu'on appelait la manipulatrice de choc, parce qu'à chaque fois qu'elle faisait une injection pour une urographie intraveineuse, on était à peu près sûr d'avoir un choc. Parce qu'elle mettait les gens dans une telle condition de stress que le choc arrivait. L'enfant, c'est pareil. L'enfant, il faut dédramatiser. L'enfant, si jamais il se met à pleurer et qu'il n'en veut pas, il ne faut pas insister. Il faut le reprogrammer. Il faut le reprendre le lendemain. Éventuellement, le reprendre le matin, parce que l'enfant, le matin, est plus calme que le soir. Ce sont des toutes petites choses, des petites choses insignifiantes, mais qui font toute la différence. Avant de terminer, je voudrais te dire que j'ai été ravi d'être là, que j'ai beaucoup apprécié l'enthousiasme de la famille Fellus, père et fils, et que la bise du fils m'a profondément fait plaisir. Merci de toutes ces petites choses, parce que je crois que c'est vraiment important, parce que les gens ont peur un petit peu. Et puis, quand je parle des indications des traitements d'orthodontie précoce, il faut savoir qu'il y a des indications, mais qu'il y a aussi des contre-indications. Et que si on ne peut pas faire une radio quand on sait que l'environnement y est habitué et que d'habitude il est réussi, il faut prendre ça comme un signe que ce n'est pas le meilleur moment et il faut agir le plus tôt possible au meilleur moment, et ce n'est pas le même âge chez chacun. Donc moi, il y a deux éléments qui sont très importants dans les contre-indications, c'est de ne pas pouvoir avoir fait les radios à condition que l'équipe sache les prendre. Et la deuxième chose, c'est la prise d'empreinte, parce qu'une prise d'empreinte à l'alginate, ça doit durer 4 secondes ou 5 secondes. Et ça, ce sont des choses importantes. Ne pas pouvoir faire de radio, pas pouvoir faire l'empreinte, même essayer l'appareil dans la bouche de l'enfant, c'est une contre-indication et il faut différer de 6 mois. Je peux te dire que les enfants, on a radiographié des enfants à partir de 3 ans et ça se passe dans la grande majorité des cas très bien. Très bien. Alors, avec les petits aménagements dont j'ai parlé. Merci, Dr Pasquet, pour cette formidable conférence. On a été ravis de vous accueillir, on va dire.